Ici Satu. J'ai un faible pour les enseignantes. Surtout quand elles sont strictes et sérieuses en classe, mais se transforment en vraies veines à la maison. Malheureusement, les femmes plus âgées ne semblent jamais s'intéresser à moi. Maître, je vous ai apporté des gâteaux pour le thé bizarre. Merci, Arisa. Arisa s'est affalée à côté de moi, portant un panier rempli de ce qui ressemblait à de minuscules cupcakes. Bien qu'apparemment simples, ils étaient en fait fourrés aux fruits frais. Il n'y a pas d'alcool là-dedans, n'est-ce pas? Je vous le répète, je ne referai plus cette erreur. Arisa. Arisa et les autres se sont saoulés le premier jour, alors qu'elles n'étaient pas censées boire d'alcool. Il s'est avéré que le coupable était l'alcool qui servait à parfumer les pâtisseries, qui n'avait pas été cuit assez longtemps pour perdre son pouvoir. Nous étions maintenant dans le salon de la cabane dans les arbres où nous avions fait la fête ce premier jour, nous y étions restés depuis. La famille de Mia nous a proposé de loger chez elle dans la cité souterraine, mais je ne voulais pas m'imposer alors qu'ils venaient enfin de retrouver leur enfant. Cependant, comme la fête de bienvenue de Mia était toujours en cours 4 jours plus tard, c'était peut-être une inquiétude déplacée. Des tonnes d'elfes étaient encore rassemblés autour de Mia, bavardant. Mia, quant à elle, s'accrochait à ses parents comme n'importe quel enfant de sa taille, ce qui était adorable à voir. Tama et Pochi étaient populaires non seulement auprès des elfes, mais aussi auprès des brownies qui faisaient le ménage et le service, qui commençaient à les traiter comme des animaux de compagnie. Du canard séché? C'est du canard séché, monsieur. Exact. Vous êtes vraiment doués, les filles. Tiens, celui-là va vous faire perdre la tête. On les nourrissait, ou plutôt, on jouait à un jeu où elles essayaient d'identifier le type de viande séchée par le goût. Lisa se tenait derrière elle, veillant à ce qu'elle ne s'agite pas trop. Bien sûr, elle redirigeait aussi la viande séchée qu'on lui donnait directement dans son estomac. Nana, encore, tellement moelleux. Ces pâtisseries sont délicieuses. Si Nana avait mal commencé avec les fées en les pressant trop, elle semblait maintenant les avoir conquises grâce à quelques pâtisseries. Les fées ailées étaient assises sur ses épaules et sa tête, grignotant avec contentement. Sauf la chanceuse qui avait dit, tellement moelleux, celle-là était de nouveau blottie entre ses seins. Sérieusement, échangeons nos places. Les fées ne parlaient qu'elfique, alors mes filles portaient des anneaux de traduction pour faciliter la communication. Ces anneaux nous avaient été offerts par les parents de Mia. Ils ressemblaient à ceux empruntés que portaient les invocations japonaises lorsque je les ai rencontrés avec la princesse Ménéa au royaume de Lumorque. Ils devaient être rares, puisque je n'en avais même pas dans mon butin de la vallée des dragons, et pourtant, ils laissaient tous les enfants les emprunter gratuitement et indéfiniment. D'après ce que j'avais entendu dire, il y avait un elfe qui était obsédé par la fabrication d'anneaux de traduction, donc ils n'étaient pas particulièrement rares à Bolénan. J'aurais aimé savoir comment ils étaient fabriqués, mais malheureusement, l'elfe en question dormait dans l'arbre-monde. J'ai interrogé un elfe-ivre à ce sujet à la fête, et il m'a tout expliqué. En gros, les réservoirs de sommeil sont destinés aux personnes lassées de vivre, qui ont peur que leurs souvenirs s'effacent, etc. Nos souvenirs peuvent durer environ 500 ans sans problème, mais après, ils commencent à s'estomper. On m'a dit que les anciens, qui ont vécu des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, commencent même à perdre leurs émotions. C'était logique. Du coup, certains elfes dormaient pour préserver leurs précieux souvenirs. Il serait impensable que le cerveau d'une créature vivante retienne indéfiniment de nouvelles informations. Les hauts elfes sont-ils les mêmes? Contrairement aux elfes ordinaires, ceux comme Mademoiselle Aeolise vivaient depuis des centaines de millions d'années. Les hauts elfes possèdent les archives mémorielles, ils n'ont donc pas à craindre que leurs souvenirs s'effacent. Ils n'utilisent les caissons de sommeil que parce qu'ils s'ennuient de vivre, ou alors ils se détestent tellement que... Un elfe à l'air sérieux donna un coup de coude à l'elfe-ivre, interrompant son explication. J'avais dû aborder un sujet tabou chez les elfes. Juste au moment où la situation devenait un peu gênante, la voix claire de Mia me tira d'affaire. Satu. Mia, qui était pendue au bras de son père peu de temps auparavant, arriva avec 3 jeunes elfes. Les retrouvailles larmoyantes s'étaient calmées depuis environ 2 jours, mais quelques elfes arrivaient encore pour la première fois, et Mia me les présenta poliment. Soya, Puya, Ea. En fait, il n'y avait rien de particulièrement poli dans cette introduction. Alors, tu es le Satu qui a battu Leia au shogi. Fort. Eh bien, Leia est le plus faible des 4 rois de l'aube de l'association de jeux Bolénan. Tu crois vraiment que ton shogi peut vaincre des gens comme nous? C'était vraiment une bravade surprenante, mais j'avais appris ces derniers jours que Daisaku le héros était à l'origine de nombreuses bizarreries culturelles des elfes. Leia, le père de Mia, fronça les sourcils et marmonna, impoli. Mais à sa grande déception, tout le monde l'ignora. Au passage, je dois préciser que l'association du jeu avait plusieurs séries de rois en plus des rois de l'aube. Il y avait les rois, du crépuscule, de la tempête, etc. Comme j'écrasais les elfes au shogi depuis un moment, j'avais gagné des titres comme maître du shogi et roi des jeux.
Tu aimerais jouer contre moi au shogi? D'accord, d'accord, moi d'abord. Puisque vous êtes tous là, pourquoi ne pas vous affronter tous les trois en même temps? Arrogant. HMPH, tu vas regretter ces mots. La plupart des elfes semblaient détester perdre, ce qui signifiait que beaucoup d'entre eux exigeaient du temps supplémentaire, comme le père de Mia. J'ai donc décidé de faire vite en affrontant les trois rois d'un coup. Comme mon jeune corps, dans ce monde parallèle, possédait une compétence INT maximale, jouer à plusieurs parties simultanément ne me posait aucun problème. Du coup, j'ai fini par acquérir une compétence appelée « pensée parallèle ». Malheureusement, elle n'était pas aussi impressionnante que son nom le laissait entendre. En termes de CPU, c'était comparable au traitement parallèle multithread plutôt qu'au multicore, donc ma puissance de calcul totale est restée la même. Au contraire, je dirais que cela m'a permis de devenir un maître du multitâche. Au moment où les trois parties étaient interrompues par des « attendez » simultanés, Lulu est montée de la cuisine en tablier. Les elfes qui adoraient cuisiner étaient également avec elle. Néa, une jeune fille qui étudiait la cuisine japonaise décrite par Daisaku le héros il y a longtemps, a été la première à arriver. Msatu, j'ai préparé le steak haché dont nous avons parlé hier. Pourriez-vous me l'évaluer, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Néa a placé une rangée de ses steaks devant moi. Comme ils étaient juste pour la dégustation, ils étaient tous de la taille d'une bouchée. L'un était une boulette de viande, un autre avait été transformé en pâte et cuit, un autre avait été découpé en nouilles puis tressé avant d'être grillé, un autre ressemblait à un simple morceau de viande, et enfin, le dernier ressemblait vraiment à un steak haché. Si tant d'entre eux ne ressemblaient pas à un steak haché, c'est que la seule description que Daisaku avait donnée était la vague, un plat grillé à base de viande pétrie. Ce type s'y connaissait encore moins en cuisine que moi. Un seul ressemble vraiment à un steak haché, mais ils sont tous plutôt bons. Oui, je suis d'accord. Même si je ne comprenais pas pourquoi Arisa m'aidait à évaluer. Ce steak à la pâte et les nouilles tressées sont particulièrement savoureux. Ce n'étaient pas des steaks hachés ni aucun autre plat que j'avais jamais vu sur Terre. Ils auraient parfaitement trouvé leur place dans un restaurant spécialisé dans la cuisine créative, cependant. L'autre raison pour laquelle les steaks hachés de Néa ne ressemblaient pas à des steaks hachés, c'est qu'elle n'utilisait que de la viande. Elle les décrivait comme 100% bœuf, donc c'était probablement une autre description erronée de Daisaku. Sans autre ingrédient que de la viande, un plat pouvait facilement s'assécher, mais visiblement, les elfes avaient résolu ce problème après quelques centaines d'années d'essais et d'erreurs. Quelques centaines d'années, hein. Les elfes avaient vraiment une perception du temps différente de celle des humains ordinaires. Pourtant, je n'avais aucune idée de comment elle avait réussi à faire des nouilles avec de la viande. Après que Lulu eut elle aussi goûté, elle retourna en cuisine pour préparer le steak haché comme je le lui avais appris. J'ai plus d'une centaine d'autres variantes, mais je pense que ces 5-là sont les plus proches du plat décrit par Sir Daisaku. C'est remarquable, j'adorerais les goûter tous pendant mon séjour. Bien sûr, tu as sauvé la vie de Mia, après tout. Je te les cuisinerai tous avec plaisir. C'était une demande osée de ma part, mais Néa accepta aussitôt. Les autres elfes qui l'accompagnaient voulaient aussi partager leurs recettes avec moi. Lulu et moi avions beaucoup à cuisiner et à apprendre pendant notre séjour. GRRRWWWL. J'entendis 2 estomacs gargouiller adorablement à l'unisson et me retournai pour trouver Tama et Pochi qui nous regardaient avec gourmandise. On ne devinerait jamais à leurs expressions qu'elles venaient de participer à un concours de dégustation de viande séchée. Tu veux essayer? Oui, monsieur. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Les mains de Tama et Pochi se sont levées avant même que j'aie fini ma proposition. Lisa, elle aussi, est apparue derrière eux, comme sortie de nulle part. Son expression était posée comme d'habitude, mais sa queue s'agitait d'avant en arrière, elle attendait sans doute cette occasion. J'ai laissé Tama et Pochi essayer en premier, mais... ce n'est pas du Hambourg. Les steaks de Hambourg sont plus tendres et plus juteux, monsieur. Ils vous rendent heureux quand vous les croquez, monsieur. Pochi agitait les bras frénétiquement en s'adressant à Néa, alors je lui ai retiré la fourchette des mains, par précaution. Lisa hocha la tête d'un air entendu après chaque dégustation. Sa queue s'était un peu calmée, je supposais donc qu'elle les jugeait seulement satisfaisants. Puis Lulu apporta son steak haché fraîchement cuit. Il était présenté comme un vrai plat de restaurant, une poêle en fonte chaude sur une assiette en bois. Néa huma l'odeur avec une expression extatique, puis fixa le steak comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. Tu devrais probablement le manger avant qu'il ne refroidisse. Vas-y, goûte. Elle en coupa une petite portion avec sa fourchette et son couteau et porta la première bouchée à sa bouche. Pochi et Tama bavaient en suivant la fourchette du regard. J'ai jeté un coup d'œil à Lisa, mais même si elle avait la bouche légèrement ouverte, au moins il n'y avait pas de bave. Inutile de préciser ce qu'elle regardait, bien sûr. Ceci dit, je trouve que pleurer en mangeant, c'est un peu excessif, non?
Mais pour Néa, c'était sa première dégustation d'un plat légendaire, alors je suppose que c'était compréhensible. Vu son talent, je me suis dit qu'elle serait capable de le reproduire en un rien de temps maintenant qu'elle avait goûté au vrai. Satu, Mia, qui observait depuis ses parents, était soudain à mes côtés. Steak de tofu. Mia s'accrocha à mon cou, frottant sa joue contre la mienne d'un air suppliant. Arisa essaya aussitôt de la détacher, son sourire s'illuminant. Arrêtez vos enfantillages, vous deux. Je gardais cette pensée pour moi, préférant tapoter doucement la joue de Mia pour l'apaiser. Comme vous voulez, madame, dis-je d'un ton taquin. Elle m'a lâché, alors j'ai pris Pochi et Tama et je les ai emmenés à la cuisine pour que Néa puisse manger tranquillement. Lulu est venue m'aider, alors, en plus du steak haché au tofu que Mia avait demandé, j'ai aussi préparé des steaks à la japonaise, du ragoût de hamburger, des hamburgers à la tomate, etc. Y compris des assiettes pour quelques petites filles affamées, bien sûr. Quand je suis revenue avec le steak haché au tofu terminé, nous avions plus de lutin de passage qu'avant. D'après ce que j'ai pu comprendre, le bouche à oreille disait qu'on pouvait manger un vrai steak haché ici. Je reviens tout de suite avec d'autres steaks hachés, alors attendez encore un peu. D'accord. Je suis tellement excitée, j'ai hâte. J'ai salué les lutins d'un ton léger en apportant à Mia son plat de tofu. Voilà, Mia, votre commande est prête. Merci. Quand les parents de Mia et les autres elfes virent le plat que je lui avais présenté, un frisson de surprise parcourut la foule. Tous les regards se tournèrent vers la plus jeune elfe, tandis qu'elle portait un morceau de steak haché au tofu à sa bouche. Après avoir mâché un moment, Mia ferma les yeux et laissa échapper un petit cri de contentement. Mia a mangé de la viande, s'exclamèrent les elfes en chœur. Inutile de réagir de façon aussi théâtrale, n'est-ce pas? Bien, on est si fiers, Mia. C'est merveilleux. On va devoir préparer du riz rouge pour fêter ça, n'est-ce pas? Ses parents la serrèrent joyeusement dans leurs bras, mais Mia semblait un peu perplexe quant à la raison de l'interruption de son repas. Non, au contraire, elle avait l'air triomphante. Ouais, mon plan était un succès. Je rigolais intérieurement d'avoir réussi mon coup. Après avoir vérifié auprès des parents de Mia qu'elle n'était pas allergique à la viande, j'ai préparé ce tofu en bourgeois avec environ 10% de viande mélangée, sans matière grasse. Il n'avait pas le goût de viande quand je l'ai goûté, et effectivement, Mia n'avait pas remarqué qu'il y avait de la viande dedans. J'ai décidé d'attendre d'avoir augmenté un peu la quantité de viande avant de le dire à Mia. BWAA. Je vais te faire manger équilibré. Plus grand que compétence acquise. Trickster. Quel sourire effrayant vous avez là, maître, a remarqué Arisa. Mes pensées maléfiques ont dû se glisser dans mon expression. Je suppose que, poker face, ne fonctionne pas aussi bien si on baisse trop la garde. Juste à ce moment-là, Lulu est revenue avec une montagne de plats de steak en bourgeois variés. Lisa semblait vouloir aider, alors je lui ai demandé d'apporter des assiettes de rechange. Merci d'avoir attendu. Bon appétit. Sur ce, les elfes se mirent à goûter chaque type de steak. Délicieux, c'est délicieux. C'est tellement moelleux qu'ils font pratiquement dans la bouche. Les elfes encensèrent les steaks hachés. Avec l'aide de Lulu et de Lisa, j'en cuisinais d'autres, mais je n'arrivais pas à les préparer assez vite. L'attrait des steaks hachés légendaires dont parlait le héros était trop fort. J'aurais pu rester coincé en cuisine jusqu'au lendemain si Néa et ses deux amis n'étaient pas intervenus. Une fois la recette apprise, elles purent commencer à produire des steaks hachés en masse dans d'autres cabanes perchées pour alléger la tâche. J'avais épuisé une bonne partie de mon stock de viande habituel, mais il me restait encore beaucoup de viande de monstre, même sans toute cette baleine, donc ce n'était pas grave. En échange, les elfes, ravis, m'offraient du bétail comme des moutons géants et des poulets cramoisis. Ceux-ci seraient conservés dans la grande écurie creusée dans les racines de cet arbre, où des poupées vivantes prenaient déjà soin de nos chevaux, du rhinosaure, etc. Bon travail aujourd'hui, Lulu. Ce n'était rien. Une fois notre travail enfin terminé, Lulu et moi avons dégusté un peu de la cuisine locale que les elfes nous avaient apportée, regardant avec satisfaction les derniers invités dévorer leur steak haché avec un plaisir visible. Eh, mon garçon, tu as de la visite. Après le petit déjeuner, notre 7e jour au village des elfes, les mystérieuses sculptures accrochées dans le salon se mirent soudain à parler tout ensemble. Totalement alarmée, Tama se figea au milieu de notre partie de Jenga, sa queue se redressant aussitôt. Les yeux de Pochi s'écarquillèrent à son tour, et elle faillit tomber de sa chaise, mais parvint à se rattraper avant que Lisa ne doive la relever. De toute évidence, ces mystérieuses sculptures étaient une sorte d'interphone. Elles n'avaient pas bougé une seule fois pendant la fête, qui touchait enfin à sa fin. Une âme charitable avait donc dû les activer pour nous en partant. Je me demandais si le miroir accroché à côté d'elle reflèterait l'image du visiteur, mais je suppose qu'il n'était pas aussi avancé. Dès que je me suis levée, les sculptures se sont tues. Je vais voir. Lulu s'est précipitée en bas pour accueillir les invités. Bonjour, monsieur Satu. Bonjour.
J'ai été surprise de voir avec qui Lulu était revenue. Bienvenue, Dame Aeolise, Mademoiselle Lua. J'ai invité la Miko Lua et la haute elfe Mademoiselle Aeolise à entrer dans la pièce. Allez, Dame Aaz. Enen, je sais. Ne me pousse pas, Lua. Mademoiselle Aeolise était raide et silencieuse, alors Lua lui donna quelques petits coups d'épaule. Maître, nous allons promener les chevaux. Bien sûr, merci. Remarquant qu'Aeolise semblait avoir du mal à parler, Arisa fit sortir le reste du groupe avec tact. Je suis vraiment désolée si nous avons causé des ennuis. Je rassurai Lua que tout allait bien et leur proposai un siège. Mademoiselle Aeolise, visiblement plus timide que je ne le pensais, fixa le sol et s'agita sans dire un mot. Allez, Dame Aaz, je comprends que vous soyez contrarié qu'il vous ait vu au plus mal, mais la timidité ne vous mènera nulle part, d'accord? Sur ce, Lua saisit la tête d'Aeolise et la redressa brusquement, la forçant à me regarder droit dans les yeux. Ouah, pas de violence, s'il vous plaît. Je comprenais ses sentiments, mais je n'aimerais pas que Mademoiselle Aeolise soit blessée. Maintenant que nos regards se croisaient, Aeolise semblait encore plus paniquée, mais elle se força à parler. Je suis désolée pour tout à l'heure. Elle baissa la tête sans plus d'explication. Elle faisait probablement référence à l'illusion de la petite fille aux cheveux argentés. Non, je devrais plutôt m'excuser d'avoir pris vos mots au pied de la lettre et de vous avoir embrassé directement, Dame Aeolise. J'espère que ce n'était pas trop désagréable. Son visage rougit. Non, ce n'était pas. J'aurais moi-même rougi un peu sans mon talent de poker face. Alors, d'accord, aucun de nous n'est fautif, d'accord? Si ça te va, Satou. Aeolise soupira de soulagement, et un silence gêné s'installa. Les rumeurs disaient vrai. Votre lumière spirituelle est magnifique, monsieur Satou. Mademoiselle Lua, les yeux désormais argentés, changea gentiment de sujet. C'est vrai, répondis-je. Je ne vois pas cette lumière spirituelle, alors je ne peux pas vraiment me dire. Toute cette lumière, et pourtant vous n'avez pas de vision spirituelle. Lua parut surprise. Les héros ont d'étranges lacunes dans leurs capacités, n'est-ce pas? Daisaku était pareil, commenta Aeolise, lâchant la bombe avec désinvolture. La première à réagir fut Lua. Monsieur Satou est un héros? Tu le savais, n'est-ce pas, Lua? C'est le héros à la lumière spirituelle arc-en-ciel qui combattait le dragon noir. C'est exact. Pendant le combat entre Acheilon et moi, Mademoiselle Aeolise utilisa une sorte de sort de clairvoyance de l'arbre-monde pour me regarder. À l'époque, j'étais déguisée en Anashi, alors je ferais mieux de faire l'innocente pour l'instant. À quoi fais-tu allusion? Aeolise pencha la tête. Quand tu combattais dans les montagnes. Attends, tu n'as plus le titre de héros aujourd'hui. Analyser était l'un des nombreux cadeaux d'Aeolise. Maintenant que j'y pense, ton nom était vierge à l'époque, et tes niveaux et compétences ont aussi changé. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, alors? Ah, bien sûr que non. Personne d'autre ne peut posséder une lumière spirituelle aussi puissante et distinctive. J'essayais de feindre l'ignorance, mais Aeolise se contenta de rire. Ni les dragons du ciel, ni même nous, les hauts elfes, ne pouvons émettre une lumière spirituelle aussi splendide. Tandis qu'elle me regardait avec une fascination totale, le seul mot pour décrire son expression était « magnifique », mais je ne pouvais l'apprécier sur le moment. Oh là là, essayais-tu de garder ton identité secrète? Eh bien, oui, si quelqu'un de puissant découvrait que je suis un héros, j'ai bien peur que cela ne mène à toutes sortes d'ennuis. Ce serait une chose si j'étais seule, mais je ne pouvais pas laisser mes amis se retrouver mêlés à quoi que ce soit de dangereux. De plus, tout ce que je voulais, c'était profiter d'une visite touristique tranquille. Je vois. Mademoiselle Aeolise ne semblait pas convaincue. Puis, Lua se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle avait dû utiliser une sorte de magie de sécurité, car même avec « oui percé », je n'arrivais pas à comprendre. Normalement, je me serais probablement préparée à une menace du genre « je garderai ton secret si tu fais ceci et cela pour moi », mais je doutais que ces elfes disent quoi que ce soit de ce genre. Jusqu'ici, ils semblaient tous assez francs, alors s'ils voulaient quelque chose de moi, ils le demanderaient probablement sans chercher à négocier. Alors je serai ton professeur. Aeolise se leva et serra les poings en faisant cette déclaration. Je ne savais pas trop ce qu'elle allait m'apprendre, alors j'attendis patiemment sa suite. Mon regard sembla la gêner, cependant, car elle rougit et se rassit rapidement. Bon sang, qu'est-ce qui la mettait si en colère, au juste? Autrement dit, pour te remercier d'avoir ramené Mia à la maison, je vais t'apprendre à contrôler ta lumière spirituelle. Vraiment? Je ne peux pas te demander ça. Tu es sûre? Mais bien sûr. Elle se baissa derrière Lua, la petite de petite taille, tout en parlant. C'était comme observer un professeur timide se cacher derrière un collégien. Je suis donc devenue l'élève du professeur Aeolise, un peu fiable. Grâce à la téléportation d'une dryade, nous avons voyagé jusqu'à une zone rocheuse à une trentaine de kilomètres de l'arbre-monde. De toute évidence, les dryades pouvaient nous envoyer à peu près n'importe où dans la forêt de Bolénan.
Par ici, monsieur Satou. Lua, la prêtresse du sanctuaire, nous a guidés le long des rochers jusqu'à une zone surplombant une cascade. De là, nous avions une vue imprenable sur l'arbre-monde dans toute sa splendeur. Il est vraiment grand, n'est-ce pas? En effet, les arbres-montagnes sont également imposants, mais l'arbre-monde est unique en son genre. Honnêtement, j'ai été surpris qu'il ne s'effondre pas sur lui-même sous son poids. J'ai même décidé de lui poser la question. D'après les anciens, l'arbre-monde lui-même possède un sort de pile dimensionnelle qui soutient son poids. C'était le même sort qui maintenait les coques des navires. Lua continua de me guider tout en discutant. Nous arrivâmes enfin à un énorme rocher placé devant la cascade, formant une estrade. Mademoiselle Ayeulaise, qui était partie devant, nous attendait. C'était bien beau, mais qu'avait-elle donc bien pu porter? Elle portait une chemise blanche, une jupe moulante et même des lunettes à verres triangulaires. De plus, ses cheveux étaient attachés en chignon derrière sa tête, avec quelques mèches qui pendaient de chaque côté de son visage. La courte baguette qu'elle tenait lui servait probablement de pointeur. En bref, c'était la tenue de « maîtresse d'école », la plus stéréotypée que j'ai jamais vue. Ce héros, Daisaku, avait vraiment marqué la culture elfique, non? Mais le plaisir des yeux ne me dérangeait pas cette fois-ci, alors je décidai de ne pas m'en soucier. Tu es en retard, Satou. Si tu vas rougir à ce point, pourquoi te déguiser? J'étais tentée de la regarder avec dérision, mais je ne pensais pas que ça irait bien, alors j'ai simplement utilisé ma compétence « poker face ». Toutes mes excuses. Damaaz, tu ne peux pas arrêter de faire les idiots et enfiler une tenue correcte? Mais Daisaku a dit que cette tenue donnerait un effet bonus à ma compétence « éducation ». Je crois que c'était une blague. Ayeulaise semblait moins choquée par la colère de Lua que par la révélation que elle, effet bonus de la compétence éducation, était un mensonge. Pourquoi croire ça, d'ailleurs? En attendant qu'Ayeulaise reprenne ses esprits, j'ai contemplé le paysage de la cascade du haut de la scène de pierre. Ce n'était pas aussi impressionnant que les célèbres chutes du Niagara, mais c'était tout de même magnifique de voir plusieurs cascades dévaler d'un seul côté. De l'eau s'écoulait des rochers et flottait le long du quai. Était-ce un dispositif similaire à mon sac de puits, peut-être? Quoi qu'il en soit, c'était un spectacle mystique. Quelqu'un s'est raclé la gorge bruyamment derrière moi, alors je me suis retournée. Il y avait mademoiselle Ayeulaise, qui avait remis ses vêtements de Miko. J'avais dû tout faire pour ne pas me retourner en entendant le bruissement de ses vêtements. Bon, avant que la leçon ne commence, veuillez prendre ceci. Lua, qui servait alors d'assistante à Ayeulaise, m'a tendu un sachet de poudre bleue. Qu'est-ce que c'est? Cela ressemblait un peu à la poudre de saphir que j'avais vue dans un atelier de bijouterie de l'ancienne capitale. De temps en temps, elle scintillait, ce devait donc être une sorte de drogue magique. L'écran de réalité augmentée indiquait qu'elle s'appelait poudre de pierre de l'arbre sacré. C'est la poudre de la pierre de l'arbre sacré, plus connue hors de la forêt sous le nom de pierre philosophale, je crois. La pierre philosophale? On la donne souvent aux femmes enceintes avant l'accouchement, mais son utilisation la plus courante est d'amplifier les effets de la magie, expliqua Lua. Pour une raison inconnue, cela sembla susciter une étrange rivalité chez Ayeulaise, qui donna elle-même quelques informations. L'arbre-monde ne produit qu'une ou deux petites pierres par an, ce qui signifie qu'elle est très précieuse, vous savez. Alors, ne la renversez pas, d'accord? Alors, ça venait de l'arbre-monde. On aurait dit que c'était juste un déchet de l'arbre, ou quelque chose comme ça. Par curiosité, j'ai fouillé mon stockage, mais malheureusement, je n'ai trouvé ni pierre de l'arbre sacré ni pierre philosophale parmi mes butins. J'ai versé la poudre bleue dans ma bouche, puis je l'ai avalée avec l'eau que Lua m'avait donnée. Elle n'avait aucun goût. Je me suis concentrée, essayant de sentir la poudre descendre dans ma gorge, et j'ai obtenu la compétence « perception magique ». La poudre produisait de la magie, même si ce n'était qu'un peu. Bon, on devrait d'abord s'échauffer. Observe et imite mes mouvements, d'accord? J'ai suivi les mouvements d'Ayeulaise et je l'ai imité. C'était une série d'exercices assez intenses. Ce mouvement visait à diffuser la poudre dans le corps. Je le sentais tandis que les particules de pierre de l'arbre sacré se dissolvaient dans mon estomac, pénétraient dans mon sang et se répandaient dans tout mon corps. Cela me rappelait un peu une radiographie de l'estomac au barium. Ensuite, envoie de la puissance magique dans ton corps. Obéissant, j'envoyais un flot de magie dans tout mon corps. C'était un peu comme utiliser « auto-guérison ». Au fur et à mesure de sa propagation, je sentais qu'elle était absorbée par les particules de mon sang. Si je n'y prenais pas garde, la magie se déversait dans les fibres Yuriya de mes vêtements d'entraînement, alors je devais veiller à ne pas en utiliser trop. Tu es plutôt doué pour ça. En effet, la plupart ont du mal à faire circuler la magie correctement ou à la laisser s'infiltrer dans les vêtements magiques, mais tu sembles avoir un don naturel. Merci pour les compliments et tout, mais combien de temps vais-je tenir le coup? Réguler cela était assez difficile, donc je ne pouvais pas parler en même temps. Une fois que les particules dans mon sang avaient absorbé une certaine quantité de magie,
elle commençait à la libérer. Cela ressemblait un peu à la lumière sacrée émise par les épées sacrées. Bon, maintenant, attrape la magie qui tente de quitter ton corps et immobilise-la. Ensuite, enroule-la autour de toi comme pour former une fine pellicule à la surface de ton corps. Comme souvent avec de tels prodiges, Aeolise avait du mal à expliquer clairement les choses. Pourtant, je comprenais plus ou moins. J'ai d'abord utilisé la même méthode que celle utilisée pour saisir les fouets d'ombre du roi mort-vivant Zen afin de maintenir la magie en place. Ensuite, j'ai répandu cette magie en fines couches autour de moi. Comme Ayato le héros m'avait déjà appris à utiliser armure magique assistée, c'était relativement facile. Plus grand que compétence acquise, contrôle de la lumière spirituelle, plus grand que compétence acquise, contrôle de la magie, d'accord, ça a marché. Quoi? Waouh, vraiment, je ne vois plus du tout ta lumière spirituelle. Lua ferma les yeux, puis les rouvrit avec vision spirituelle, activée, devenant argentée, confirmant ainsi mes dires. Malheureusement, je n'étais toujours pas capable de voir la lumière spirituelle, alors je devais la croire sur parole. En prime, je voyais que ma puissance magique ne s'échappait plus du tout comme avant. J'y parvenais aussi avec invisibilité, donc la compétence contrôle magique pourrait ne pas être nécessaire. La prochaine fois que j'aurai l'occasion de l'essayer, je la comparerai à manipulation magique. Très impressionnant. Ça prend généralement au moins quelques années. Tiens, ça m'a pris plus d'une centaine. J'imagine que les normes ordinaires ne s'appliquent pas aux héros, marmonna Lua, l'air mécontent. Comme je ne me sentais pas à l'aise de la réconforter, je fis semblant de ne rien entendre. Je me tournai vers eux pour les remercier de leur aide, mais cela me sembla prématuré. Maintenant, commençons la deuxième phase d'entraînement. Bonne idée, puisque nous avons déjà utilisé la précieuse poudre de pierre sacrée, autant passer au niveau suivant tant qu'elle est encore active. Bien, cette fois, pendant que la magie forme encore une membrane autour de vous, essayez de vous concentrer sur la section juste devant vos yeux, et vous devriez pouvoir regarder à travers. Manipuler seulement une partie? Cela semblait assez difficile. J'y suis parvenu en imaginant la magie comme des lentilles de contact. Maintenant, regardez le bout de mes doigts. Invocation d'esprit de l'eau suisse et Choucan. Aeolise leva les mains, et de l'eau commença à s'en écouler. Bientôt, l'eau forma des sphères et flotta au-dessus de ses paumes. La brise emporta quelques particules d'eau dans l'air comme une brume, formant un petit arc-en-ciel au-dessus de mademoiselle Aeolise. On aurait dit une fée ou une déesse. Regarde bien, Satou, c'est vrai, j'étais tellement occupé à l'admirer que j'en ai été distrait. Aeolise arborait une expression sérieuse et digne qui la faisait paraître complètement différente. Je m'éclaircis la gorge pour dissimuler ma distraction, puis je regardais de plus près les orbes d'eau. De plus près, et encore de plus près. Ça ne ressemblait toujours qu'à de l'eau. Non, attendez, je pouvais voir une petite lumière bleue changeante à l'intérieur. Ça ne fonctionnait pas quand je me concentrais trop, mais quand je détournais le regard, je pouvais l'apercevoir du coin de l'œil. Plus grand que compétence acquise, vision spirituelle, c'était étonnamment facile à acquérir. Peut-être que je devais remercier la pierre philosophale pour ça. Je la vois. Quoi? S'exclamèrent les deux elfes. Est-ce vraiment si surprenant? Vraiment? Je crois. C'est une sorte de lueur bleue claire amorphe, n'est-ce pas? Oh oui, c'est ça. Incroyable. Mais, seul un elfe sur 100 peut acquérir ça s'il n'est pas né avec. 1 sur 100 ne semblait pas si rare. Bon, troisième round. Essayons la magie spirituelle. Un peu excitée, mademoiselle Aeolise leva les poings. Un vrai gentleman lui aurait probablement proposé de sécher ses vêtements avec le sort de magie du quotidien, sécher, mais je voulais profiter de ce spectacle encore un peu. Les vêtements de Miko étaient magnifiques lorsqu'il était mouillé. C'est parti, caser du vent. D'abord, mademoiselle Aeolise m'a fait une démonstration. Grâce à ma compétence, vision spirituelle, nouvellement acquise et activée, j'ai pu voir exactement ce qu'elle faisait. D'une simple invocation, les esprits incolores qui l'entouraient se sont rassemblés, se sont transformés en esprits du vent vert et ont créé le phénomène du vent. Autrement dit, ils ont créé de la magie. C'était à peu près aussi puissant que le sort de magie du vent, marteau d'air, mais avec un temps d'incantation incroyablement court. Tu vois, dit Aeolise, la magie qu'elle crée n'est pas différente de la magie du vent ordinaire, mais elle a l'avantage d'un temps d'incantation court et d'une puissance magique minimale. Attention, elle ne sera pas efficace dans une zone sans esprit, ajouta Lua, car Aeolise semblait avoir oublié cet important avertissement. Ils m'expliquèrent qu'il n'y avait pas beaucoup d'esprit dans les bâtiments construits par l'homme, les habitations de monstres, etc. Grâce à ma compétence, vision spirituelle, Miss Aeolise semblait projeter un magnifique spectre de couleurs métalliques, principalement dorées. Lua possédait une aura subtilement vacillante, dont les lumières prenaient une gamme de teintes plus froides. D'après ce que je pouvais en déduire en les observant toutes les deux,
les lumières spirituelles tendaient à inclure tout un spectre de teintes dans une certaine gamme, et non une seule couleur. J'aperçus aussi des oiseaux volant au-dessus de ma tête, mais leur lumière était trop faible pour en distinguer l'apparence. La faible lumière de mon corps était d'un blanc pâle. Curieux, je libérai la lumière spirituelle que j'avais réprimée, et une intense palette de couleurs teinta ma vision d'une intensité si intense qu'elle en était presque aveuglante. Les esprits flottants autour de la cascade se rassemblèrent autour de moi à une vitesse alarmante. Difficile à dire, car ils me bloquaient la vue, mais ma lumière spirituelle semblait couvrir toute la gamme des couleurs primaires, toutes très saturées. Mia avait dit que la mienne était « jolie », mais esthétiquement parlant, je trouvais celle de Mademoiselle Ayeline bien plus élégante et belle. Oh, je ne vois rien de tel autour de moi. J'ai rapidement éteint ma lumière spirituelle pour qu'elle ne se voie pas. Une fois leur cible disparue, les esprits se sont dispersés sans but. La plupart sont retournés dans l'environnement, à l'exception de ceux attirés par les lumières spirituelles de Lua et d'Ayeline. Tout s'est déroulé à une vitesse bien plus tranquille que lors de leur rassemblement initial. Bon sang, vous avez déjà carte blanche. Il est plutôt adaptable, n'est-ce pas, Damaaz? En effet, répondit vaguement Mademoiselle Ayeline. Elle semblait hébétée, clignant encore des yeux pour effacer l'image rémanente de ma lumière spirituelle. Mes excuses, Dame Ayeline. Je voulais tenter quelque chose, alors j'ai un peu trop relâché mon contrôle. C'est bon, puisque c'est votre première fois. Hein? Ayeline redevenait timide. Elle me regardait droit dans les yeux et parlait parfaitement il n'y a pas si longtemps, mais maintenant elle gigotait et devenait de nouveau instable. Peut-être que ma lumière spirituelle était trop éblouissante. En tout cas, essaie. D'accord. Caser du vent. J'ai raté le chant, mais ça a quand même produit une petite brise. Peut-être que les esprits étaient gentils avec moi? Ah, les chants ne sont peut-être pas ton fort? J'ai bien peur de ne jamais y arriver. Et pourtant, le vent semblait encore souffler, non? Peut-être que les esprits étaient simplement généreux, ai-je proposé. Impossible. Lua secoua la tête, rejetant ma suggestion. À quelques exceptions près, comme les dryades, les esprits n'ont ni ego ni intelligence. Ce sont simplement des mécanismes qui prélèvent du mana à des sources et le transmettent aux créatures qui en ont besoin. Alors, les esprits n'étaient qu'une sorte de phénomène naturel, hein? C'était bien beau, mais c'était dommage de ne pas rencontrer de belles ondines. Tu crois? Parfois, quand elles se rassemblent en grand nombre, on dirait qu'elles disent quelque chose. Oh, une opinion dissidente de Mademoiselle Ayeline. Damaaz, vous êtes la seule à avoir jamais prétendu ça. Les autres hauts elfes refusent tous de vous soutenir, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais quand même, on dirait vraiment qu'elle parle. Ayeline gonfla les joues et se détourna de Lua en faisant la moue, une réaction typiquement Mia. Il était fort possible qu'elle l'ait imaginé, bien sûr, mais on ne pouvait pas se contenter de suppositions comme ça. Généralement, quand quelqu'un signalait un bug qu'on accusait d'être juste de son imagination, il finissait par être découvert une fois le jeu sorti. Est-ce que je peux essayer? Oh, pas vous aussi, monsieur Satou. Allez-y, vous allez l'entendre, c'est sûr. Avec la permission accordée, j'ai décidé de tenter ma chance. D'abord, j'ai réactivé ma lumière spirituelle et j'ai attendu que l'effet éblouissant s'estompe et que la vague agressive d'esprit se calme. En une dizaine de minutes, les esprits m'entouraient comme un cocon. En y regardant de plus près, j'ai constaté qu'ils n'étaient pas réellement immobilisés en plein vol, mais se déplaçaient lentement dans un certain rayon. Je n'entends rien. Peut-être que Mademoiselle Ayeline s'est trompée, après tout, mais j'ai alors senti une infime quantité de mana s'échapper d'eux. Était-ce un signal délibéré? Dès que j'en ai pris conscience, j'ai senti un déclic se mettre en place et j'ai entendu un minuscule murmure. Il semblait clairement vouloir me dire quelque chose, mais malheureusement, je n'en savais rien. C'était comme essayer de distinguer des voix précises dans une foule à 100 mètres de distance. Je n'avais acquis aucune compétence non plus, alors peut-être y avait-il une condition pour pouvoir entendre les voix des esprits. Il semblait dire quelque chose, mais je n'ai pas pu dire quoi. Exactement. Oh, comme j'aimerais leur parler, ne serait-ce qu'une fois. Vous êtes sûr de ne pas plaisanter, monsieur Satou? Lua parut perplexe, mais je lui assurai que c'était la vérité. Malheureusement, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à utiliser la magie spirituelle. Comme je le craignais, les incantations étaient aussi ratées que mes autres tentatives de magie. À un moment, Ayeline s'est emportée en essayant de faire une démonstration et a fini par nous asperger d'eau, Lua et moi, mais j'ai acquis la compétence magie spirituelle, au passage, donc je n'ai pas eu à me plaindre. De plus, la moue d'Ayeline quand Lua s'est mise en colère contre elle était adorable. Quel dommage. Si seulement tu savais incanter correctement, tu pourrais même invoquer et utiliser des pseudo-esprits en plus de la magie spirituelle. Par exemple, Lua a invoqué le pseudo-esprit en forme de pigeon qu'elle utilisait pour contacter les gens à distance. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à un vrai pigeon,
sauf qu'il était baigné d'une lumière blanche phosphorescente. Bien qu'elle ait appelé cela « invocation », il s'agissait en réalité d'utiliser de petits esprits comme matériaux pour créer la créature. Les pseudo-esprits ne ressentaient ni la douleur ni la peur, ce qui les rendait pratiques pour l'entraînement au combat, la chasse comme leurre, etc. Lorsque leur PV atteignait 0, ils disparaissaient, redevenant les esprits dont ils étaient faits et se dispersant. C'est facile de les invoquer autour de toi ou de Damahaz, car ta lumière spirituelle est si intense, ajouta Lua. Au fait, comment fonctionnent exactement les différentes intensités de ces lumières spirituelles? Qui sait? Oh, Damahaz. Aeolais porta un doigt à son menton et inclina la tête d'un air innocent. Grognant, Lua expliqua plus tôt. Dans le cas des veines souterraines et autres, les zones où le flux est plus fort auront une lumière plus intense. Le voisinage d'une source de mana brille particulièrement fort. Puis elle hésita, comme si la suite était plus difficile à dire. Mais pour les humains, cela semble plus complexe qu'une simple quantité de puissance magique, et nous ignorons donc sa cause. Il y avait donc des choses que même les elfes, aux longues vies, ne comprenaient pas. D'après ce que j'avais appris jusqu'ici au cours de mon voyage, la source de la puissance magique était l'origine de cette dernière, et les esprits étaient les intermédiaires qui transformaient le mana en magie. La lumière spirituelle apparaissait probablement dans les endroits où la magie et le mana étaient denses. Je me suis dit que cela fonctionnait de manière similaire aux ondes électromagnétiques qui apparaissent autour d'un courant électrique. Voilà qui expliquait les lumières spirituelles pour l'instant, mais qu'est-ce qu'une source, au juste? Une ouverture par laquelle le mana s'échappe d'une veine souterraine, peut-être? En effet, sur ce continent, la vallée des dragons est de loin la plus extraordinaire, mais il y a aussi plus d'une centaine d'autres sites remarquables. La vallée des dragons était donc spéciale. C'était logique, puisqu'elle était le territoire du dieu dragon, le dieu le plus puissant de tous. On pouvait donc supposer que ma lumière spirituelle était si inhabituelle à cause de cette source. Le fait que je sois le contrôleur de cette source pourrait aussi expliquer ma récupération de puissance magique anormalement rapide, pourquoi ma magie était tellement plus puissante que celle de n'importe qui d'autre, etc. Mais comme mon niveau et mes statistiques étaient bien supérieurs à ceux de la moyenne, je ne pouvais pas tout imputer à la source. C'est vrai, en fait, Aeolais frappa soudain dans ses mains, comme si l'explication de Lua lui avait rappelé quelque chose. Je crois que le fond de cette cascade est aussi un bassin spirituel, une sorte de source. À ces mots, je baissai automatiquement les yeux. En activant ma vision spirituelle, je vis une lumière briller au fond des chutes. Mais malgré la clarté de l'eau, la lumière ne semblait pas très forte. Est-ce l'un de ces 100 points remarquables? Non, non, ce sont des endroits assez grands pour y construire une ville. Lua secoua la tête. La taille d'une source peut varier considérablement. Pour ce qui est des petites sources comme celle-ci, difficile d'en dénombrer le nombre exact. Les petites sources étaient donc étonnamment courantes. Curieux, j'ai observé l'arbre-monde avec ma vision spirituelle. L'arbre lui-même était d'une brillance éblouissante. En le fixant suffisamment longtemps, j'ai pu voir des anneaux concentriques de lumière se propager depuis le tronc comme des ondulations. Magnifique, n'est-ce pas? Remarquant mon regard, mademoiselle Aeolais a commenté avec un doux sourire. Oui, très. Alors, l'arbre-monde est-il aussi une source? Non, pas exactement. Damahaz. Au lieu d'une veine souterraine, ça vient du. Ah, je ne suis pas censé lui dire ça? Bon, je suppose que ça va si c'est monsieur Satou, mais s'il vous plaît, ne partagez pas cette information avec qui que ce soit. J'ai hoché la tête. Avec l'approbation de Lua, Aeolais a terminé son explication. Connaissez-vous l'éther qui circule dans le vide? Veuillez pardonner mon ignorance. Je ne savais même pas ce qu'était le vide. Vu l'altitude à laquelle l'arbre-monde semblait s'élever, je ne serais pas surpris qu'il s'agisse du vide spatial, mais j'espérais une réponse plus fantaisiste, comme le monde des esprits. Je suis ravie de pouvoir vous l'apprendre, alors. L'éther est, l'air plutôt satisfaite, mademoiselle Aeolais expliqua l'éther avec une éloquence inhabituelle. Pour résumer l'explication, qui incluait la discussion sur un 5e élément outre la terre, l'eau, le feu et le vent. L'idée de base était que l'éther était une substance spatiale qui transmettait l'importante quantité de mana produite par le soleil. L'arbre-monde étend alors de fines branches filiformes appelées branches d'émeraude vers l'éther pour absorber son mana. Puis il envoie ce mana profondément dans la terre, où il circule dans les veines souterraines et les maintient actives. Aeolais écarta les bras et leva les yeux vers l'arbre-monde, souriant comme une mère contemplant son enfant chéri. Cette expression me rappela distinctement qu'Aeolais était bien plus âgé que moi. La lumière de l'arbre-monde, ce sont les esprits qui captent le mana qui s'échappe du ciel vers la terre. Je vois, l'arbre-monde était donc essentiellement un immense outil magique qui maintenait le monde en vie. Si des gens plus cupides l'apprenaient, d'autres nations commenceraient à cibler des forêts comme Bolénan, qui abritent des arbres-mondes, c'est pourquoi nous gardons le secret. C'était vrai,
C'étaient des sortes de centrales électriques géantes. Si quelqu'un les monopolisait, il pourrait probablement même dominer le monde. Je promets de ne jamais en parler à personne. Si ma parole ne suffit pas, je serai volontiers lié par geste ou un contrat. Oh, ce n'est pas vraiment nécessaire. Cela me semblait être un secret important, mais Lua ricana comme si j'exagérais. J'étais sérieux, pourtant. Les elfes sont peut-être un peu trop confiants. Quand j'osais lui faire part de cette inquiétude, elle répondit, « Je ne pense pas que le pire soit probable. Si quelqu'un tentait vraiment de contrôler les arbres-mondes et de détruire le monde, les dieux le puniraient. Ah oui, je suppose que les dieux existent bel et bien dans ce monde. Malgré tout, je ferai bien attention à n'en parler à personne. J'ai gravé cette résolution dans mon cœur.